Bonjour, bienvenue à ce webinaire Les affaires intitulé Le parachute dans l'avion. Et aujourd'hui, nous allons parler de stockage hiérarchisé avec nos collègues de travail d'Exagrid. Je me présente Pierre Tocci, je suis conseiller stratégique en transformation des TI. Beaucoup de travail au niveau de la gestion du risque lorsqu'on est prêt à prendre une décision qui peut impacter nos technologies. Avec moi aujourd'hui, j'ai Frédéric Arsenault, directeur régional des ventes de l'Est du Canada d'Exagrid, et son collègue Patrick Girard, qui est spécialiste technique pour l'Est du Canada. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Et j'ai mon collègue Éric Cotonnet, qui est concepteur de solutions. Par moi-même, j'apporte très peu à la business et dans tous mes travaux, j'ai besoin de gens compétents comme mes invités aujourd'hui et je suis très fier de le dire. Bonjour. Donc, bonjour. Donc, pour débuter, s'il te plaît, excuse-moi, Frédéric, peux-tu nous parler d'Exagrid? Oui, Pierre. Écoute, je me suis joint à Exagrid il y a 4 ans et depuis, j'en suis extrêmement heureux, tout comme mes clients. Exagrid est une compagnie un peu méconnue, je dirais, côté notoriété, popularité dans le monde. Par contre, c'est quand même une entreprise qui a plus de 15 ans d'existence. La compagnie a été créée il y a environ 17 ans. Il y a eu 2 ans de développement et on ship des produits dans plus de 80 pays à travers le monde depuis 15 ans maintenant. Le Net Promoter Score de plus 81 définit une très, très grande satisfaction de notre clientèle. Il y a plus de 3800 clients à travers le monde. On a du support sur les 3 grands continents pour le 724, toutes les langues, etc. Donc, Exagrid est une entreprise spécialisée sur le stockage de backup. Donc, c'est ce qu'on peut appeler purpose-built. Fait que, excusez, il y aura des expressions anglophones, parce que je trouve que c'est la meilleure façon de livrer. Purpose-built backup storage. Donc, c'est du stockage qui ne fait que son utilisation dans le monde du backup. Et on a eu plusieurs récompenses de l'industrie, comme vous pouvez voir en 2021, de 3 publications différentes, votées par le grand public dans les 3 cas, ainsi qu'en 2022, on peut peut-être pointer vers des sujets comme Immutable Storage Company of the Year. Le mot immutabilité n'existe pas depuis très, très longtemps. On parle vraiment de ce mot grandissant en popularité depuis l'arrivée des ransomware en grande pompe, beaucoup de awards avec les titres que vous pouvez lire qui nous rendent quand même très fiers. Là, quand on parle de Company of the Year, ben on parle d'environ 70 compagnies en technologie de l'information qui ont été évaluées. Puis Company of the Year, c'est même pas en stockage, c'est même pas en stockage de backup, c'est at large. On s'est fait voter en juillet 2002 par le Network Computing Awards comme étant la compagnie de l'année. Donc, ça nous a fait très chaud au cœur. Et Exagrid est vraiment, comme je vous disais, un stockage fait pour les backups, les prises de copies de sauvegarde, les restores, et on se greffe derrière plus de 25 applications et utilitaires de backup. Donc, vous voyez que la plupart des grands noms sont là. Derrière quelques logos se cache plus qu'un logiciel de backup. Et aussi beaucoup d'utilitaires à même les bases de données, à la Oracle, à la DB2, à la SQL. Il y a des utilitaires pour prendre des copies sans nécessairement avoir un logiciel. Les entreprises font un mélange des deux, là. On supporte tout ce que vous pouvez voir ici sur l'écran. Donc, c'est très versatile. La plupart des joueurs les plus populaires sont là et on a des intégrations avec chacun d'entre eux. Donc, toute la présentation qui sera faite sur l'architecture d'Exagrid parlera vraiment, quel que soit le logiciel, ces fonctionnalités-là vont fonctionner avec le logiciel. Un grand message pour débuter, Frédéric, c'est que Exagrid n'est pas un logiciel de backup, mais c'est une technologie de stockage qui est greffée au backup. En quelques mots. Exactement. D'ailleurs, oui, on devient un peu
Ouais, vas-y. On devient l'esclave du logiciel, vraiment. On vient s'attacher, s'intégrer derrière, et puis on suit ce que le logiciel de backup nous dicte. Parfait. Maintenant, la première question que j'ai pour toi, Frédéric, c'est on a nos méthodes traditionnelles de stockage versus de backup. Qu'est-ce que Exagrid nous amène de différent? Ben, excellente question. On connaît beaucoup. Il y a d'autres types de stockage pour les backups, mais on va focuser sur les backups communément dit on-premise, là, sur un site principal de centre de données. Les deux technologies les plus populaires dans ce monde-là sont le low-cost disk, donc du disque ordinaire sans trop d'intelligence qui peuvent stocker des grandes quantités de données. Et on connaît aussi les appliances de déduplication qui font la déduplication inline et qui réduisent le footprint. Dans le low-cost disk, on a les avantages que c'est très, très rapide pour la prise de copie de sauvegarde et c'est extrêmement rapide aussi pour les récupérations. Donc, ça rend les employés efficaces, ça n'engorge pas le réseau trop longtemps parce que ça ne fait pas d'opération sur la donnée. Par contre, ça devient dispendieux lorsque, pour la plupart des compagnies qui vont garder toujours les 2 dernières semaines, les daily backups, les 5 ou 4 derniers full backups des fins de semaine, les 12 derniers mois, parfois même quelques annuels, ben, on multiplie la quantité de backups qu'on doit stocker, ce qui fait que le coût devient assez rapidement exorbitant. C'est également vulnérable aux attaques de rançongiciel parce que c'est constamment sur le réseau, visible, et ça doit interagir avec le logiciel de backup, donc ça doit être sur le réseau par définition, sinon ça fonctionnerait tout simplement pas. De l'autre côté, on a les appliances de déduplication qui, elles, réduisent de beaucoup tout ce qui a déjà été vu avec des algorithmes, donc réduit dramatiquement le besoin d'avoir une tonne et une tonne de disques de par ces algorithmes de déduplication. Donc, ça réduit beaucoup l'utilisation de quantité de terabytes pour pouvoir supporter ces plusieurs copies-là. Par contre, en faisant la déduplication inline, ce qui est très, très CPU intensive, on ralentit de beaucoup l'ingestion, donc la fenêtre de backup grandit. On aime ça quand ça dure une nuit, pas beaucoup plus. La plupart des entreprises ont beaucoup plus de trafic de réseau arrivant à les heures d'affaires le matin et on ne veut pas que ce soit engorgé par les prises de copies de sauvegarde. C'est également très lent pour les restores parce que on doit réhydrater tout cet algorithme-là qui a dédupliqué ultra compressé, mais on doit faire le chemin inverse pour retourner. Donc, quand on parle de restore pour fin de productivité des utilisateurs, ben on doit attendre souvent de façon exponentiellement plus longue les restores par rapport à du low-cost disk. Souvent, ces appliances-là sont scale up, donc atteignent un certain maximum, et une fois que c'est plein, ben, on doit carrément aller au plus gros modèle et faire ce qu'on appelle un forklift upgrade, carrément changer la technologie, s'en aller vers le plus gros modèle. Et on doit faire une migration des données parce que les rétentions, on les garde pour une raison, pas pour la durée utile du produit de stockage. Et c'est souvent un contrôleur avec des tiroirs de disques qu'on peut ajouter. Mais plus on ajoute des données, parce que tout le monde a des données grandissantes et on accumule des rétentions à travers le temps, le contrôleur doit brasser juste plus de données, mais sans avoir de ressources supplémentaires pour pouvoir le faire à part de l'espace. Ce qui fait qu'avec la croissance à travers le temps, la fenêtre de prise de copie grandit. Même chose pour les restores. Et la plupart de ces manufacturiers-là aussi, on a une fin de vie utile, marquée dans le temps, et on dit end of life, end of marketing, end of support, on connaît toutes ces expressions-là. Mm-hmm. Alors, ce qu'Exagrid a fait, on a tenté de prendre le meilleur de ces deux mondes-là et de les mettre ensemble sans attirer les cons, les désavantages. Tu vois, Frédéric, lorsque je regarde cette slide-là, ça me dit que ou bien je suis avec A ou je suis avec B, j'ai des pros et cons, puis est-ce que ma seule alternative, c'est d'essayer de m'asseoir dans le milieu, profiter des deux mondes? Très froidement à mon niveau, c'est à peu près ce que je vois. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez la solution, vous? Ben, on a vu des clients qui avaient commencé avec un appliance de déduplication, puis on dit, ben, c'est ben trop lent, fait qu'on va mettre du low-cost disk en avant pour les 2 dernières semaines.
Et puis là, on va avoir le meilleur des deux mondes. Au contraire, on a vu des clients avec du low-cost disk. Puis là, à force de garder des copies, ils se disaient, ben, ça prend ben trop de disques, je vais mettre un appliance de déduplication en arrière. Alors, Exagrid a architecturé sa plateforme à la base exactement comme ça. On a une appliance out of the box qui sort avec une landing zone, donc une zone qui typiquement émite le low-cost disk, et un repository tier qui typiquement émite un appliance de déduplication. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a designé comme ça de façon logique. Donc, c'est très rapide pour l'ingestion des prises de copies. On garde volontairement 2 semaines dans la landing zone, la zone de haute performance, parce que c'est prouvé qu'entre 90 et 95% des demandes de restore opérationnel proviennent des 2 dernières semaines ou la copie la plus récente, celle d'hier ou celle d'en fin de semaine. Donc, on a toujours ça dans le mode non dédupliqué. Donc, très performant pour l'ingestion, tous les jours, à vie, et très, très rapide, aussi rapide que du low-cost disk pour les restores dans 90 à 95% du temps. Ce qu'on fait avec la donnée, lorsqu'elle est atterrit dans le landing zone, on applique notre processus de déduplication, qui lui est très CPU intensive, qui aurait retardé si on l'avait fait inline, mais n'est pas retardé parce qu'Exagrid le fait en parallèle avec un léger délai. Donc, les données rentrent dans le landing zone, on applique les processus de déduplication et on envoie la copie dans le repository. Et c'est là qu'on va garder toutes les rétentions à long terme, pas juste les dernières semaines. On va garder vos annuels, vos mensuels, tout ce que vous voulez garder, bref. Donc, en mode dédupliqué. Là vient l'économie de l'espace de stockage sans avoir pour autant le désavantage d'être très lent à cause de la zone qu'on va appeler un cache, qui est le landing zone. Ce que je présume qu'au niveau de l'architecture ou des conceptions, c'est tout le temps le dilemme. Je ne veux pas payer trop cher, mais je veux avoir de la performance. Si je paye trop cher, j'ai trop de performance, j'en ai pas de besoin, etc. Donc, il y a tout le temps une question de, je dirais pas juste milieu middleman, mais il faut être capable d'équilibrer toutes ces choses-là. Oui, absolument. C'est pourquoi le 2 semaines dans le landing zone, parce qu'Exagrid a regardé la plupart des types de restore, la quantité, le meilleur bang for the buck, là, si je peux m'exprimer ainsi. Quand on sait qu'on a environ 2 semaines dans le landing zone, on sait qu'on a toujours le dernier full du dernier week-end et on a nos incrémentaux de la semaine et on est capable de pouvoir restaurer un serveur au complet à partir du dernier full et ses différents incrémentaux pendant la semaine. Fait qu'on on croit qu'on a trouvé pas mal le parfait milieu entre la zone de low-cost disk et de deduplication. Justement, dans le travail que je fais d'évaluation des risques, c'est tout le temps à savoir c'est quoi ton risque. Tu peux avoir la Cadillac au complet pour un risque qui n'arrivera quasiment jamais, mais si ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a tout le temps le si, surtout avec les cyberattaques en ce moment. Fait que moi, dans mon travail, c'est de quantifier ça versus ce que ça coûte versus la probabilité. Puis si ça t'arrive, est-ce que tu as manqué le bateau ou non? T'aurais-tu dû prévoir? Fait que c'est pas facile à jongler avec ça. Ouais, c'est comme, tu sais, je veux quelque chose de vite fait, bien fait, de qualité, puis pas cher. Ben, tu peux toujours en avoir 2 des 3, mais jamais les 3 ensemble. Fait qu'il faut trouver l'équilibre. Et moi, je trouve qu'Exagrid a trouvé l'équilibre, tout comme la plupart de nos clients seraient d'accord avec nous. Absolument, ouais. Jumelé à ça, puis on va en parler sous peu, là, il y a une solution de ransomware recovery qui est aussi dans l'architecture et c'est une architecture scale-out. Ça aussi, on va en parler. On a déjà parlé de ça quand même, là, le shortest backup window, parce que le landing zone ne fait pas de déduplication, donc ça vous donne la performance du low-cost disk et on fait l'adaptive deduplication. Il n'y a rien de inline qui ralentit quoi que ce soit. Donc, on est dans les Pepsi Challenge, on est toujours aussi performant qu'à peu près n'importe quelle technologie sur le marché. C'est même surprenant, on a fait des benchmarks contre du SSD et on n'est pas plus lent que du SSD parce que le SSD typiquement n'a pas été optimisé pour les large backup jobs, il a été optimisé pour les petites transactions, online transaction processing. Donc, il n'y a pas vraiment meilleure performance d'ingestion et de restore sur le marché disponible. Fait qu'on trouve qu'on a vraiment trouvé le bon milieu.
On peut également, si votre logiciel de sauvegarde le permet, booter directement du landing zone, repartir des services très rapidement. On sait que c'est le cas pour des options comme NetBackup, comme Vault, Veeam, qui sont capables de booter directement du landing zone, une VM, puis ensuite faire du vMotion. Fait qu'on est capable d'être up and running en secondes ou minutes, tout dépendant de la grosseur des données qu'on cherche, tandis que c'est pas le cas pour un inline deduplication appliance que vous voyez ici à gauche. Il doit faire la réhydratation. Alors, on ne peut pas booter en quelques secondes. Il faut vraiment qu'il réhydrate et qu'il retourne ça en mémoire pour appliquer ce principe-là. Donc, c'est beaucoup plus long. Le landing zone, lui, est toujours prêt à repartir, toujours prêt à faire des restores, toujours prêt à recevoir des nouveaux backups parce qu'il est sur le réseau comme n'importe quel autre type de disque. Par contre, c'est le repository tier qui amène vraiment plusieurs aspects de sécurité supplémentaires par-dessus les deux autres types de disques qu'on a parlé parce que eux sont tout le temps sur le réseau, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Le repository tier de Exagrid n'est pas une seconde par année sur le réseau. Il n'est pas visible ni de l'application de backup, ni des utilisateurs qui sont à l'intérieur de votre périmètre. Donc, il est inatteignable. Seul le logiciel de Exagrid, sur son petit distribution de Linux très fermée, avec aucun service non nécessaire que Exagrid a packagé, on a assis notre logiciel de Exagrid par-dessus ça. Puis le logiciel, lui, qui fait la déduplication pour les économies, également, n'est pas sur le réseau, ce qui fait que c'est un non-network facing tier. Seul le logiciel de Exagrid est capable de parler au repository pour les restores à plus long terme, pour gérer la déduplication et tout ça. Le repository tier est écrit en objet avec immutabilité. Donc, une fois que, si les gens qui connaissent ce genre de stockage-là, une fois que la donnée elle est écrite, elle n'est plus altérable. Elle peut être relue pour fin de restore. Elle peut être expirée, effacée pour fin d'expiration. Quand on garde 12 mois, ben après 12 mois, le 12e mois va disparaître. Ben, le Immutable Data Objects, lui, ne peut pas être modifié, encrypté, endommagé. Une fois qu'il est écrit, il est commis, il ne peut plus être modifié. C'est également supporté par des Delayed Deletes que vous pouvez voir ici. Les Delayed Deletes, c'est un concept qu'on appelle le Retention Time Lock chez Exagrid. Alors, c'est un petit peu comme le principe de la corbeille. On dit on le flush, mais on va le garder 30 jours dans la corbeille. Exagrid, selon des paramètres que l'utilisateur définit, il peut retarder toute demande de suppression provenant directement de la console de Exagrid ou du logiciel de backup vers le Exagrid. On peut retarder ça jusqu'à 1 mois. Toute demande d'effacement, toute purge de données. Donc, on peut se protéger contre quelqu'un qui pourrait avoir hacké la console de gestion du logiciel de backup ou même atteint le Exagrid. On a également une panoplie d'alertes, dont un système d'alertage pour des demandes d'effacement d'un plus gros pourcentage d'effacement. Éric, dans le travail que je fais au niveau du positionnement de la sécurité, lorsqu'on fait des audits, des plans de continuité des affaires, une des questions que je pose, puis je demande à Éric, parce qu'Éric participe à ces ateliers avec les clients, je vais demander aux clients si vous avez un ransomware, une attaque, vous devez payer un Bitcoin, etc. Qu'est-ce que vous pensez que les TI vont faire pour nous? Et la réponse classique, ils vont mettre les backups. Je leur dis, mauvaise nouvelle, vos backups sont encryptés. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que je dis et comment ça se fait. Toi, Éric, lorsqu'on fait nos audits TI, comment est-ce que tu vois je ne dirais pas ces opportunités-là, mais les manques de connaissances, on va appeler ça comme ça, les manques de connaissances de nos clients de pouvoir se doter de technologies comme Exagrid? Mais en fait, c'est un excellent point, c'est que on touche la partie cyber-résilience, justement. Ouais. Donc, dans le monde de la cyberprotection ou dans le monde de la cybersécurité, je devrais dire, il y a deux facettes. Il y a le côté protection, comment je me protège pour éviter que les gens rentrent chez moi. Et la deuxième portion, là où moi je travaille beaucoup dernièrement, c'est toute la partie cyber-résilience. Comment je me
comment je reviens en vie une fois que ma protection a échoué. Et c'est souvent en utilisant justement des stratégies qui vont permettre de réduire le temps, tout au moins de garantir le temps, comme Frédéric le disait tout à l'heure, garantir le temps de recouvrement, donc ce qu'on appelle régulièrement un RTO, un Recovery Time Objective, qui est un KPI très important dans le monde de la protection de la donnée. Donc, comment je garantis que je vais revenir en vie rapidement et surtout, comment je m'assure que les données que je vais restaurer sont intègres et n'ont pas été encryptées, touchées par le ransomware. Et une chose qu'on parle régulièrement dans la protection de la donnée, c'est le concept de air gap. Pardon. Donc, le air gap, c'est justement la partie où on empêche, où on cache, je dirais, les données. Et à l'origine, un air gap, c'était le tape. On avait une unité de tape, on prend le tape, on l'emmène à la voûte. Ça, c'est le air gap. Et on essaie de mimiquer cette fonctionnalité. C'est très dur de mimiquer cette fonctionnalité, même si ça paraît très simple, prendre un tape, le mettre dans une voûte. C'est difficile parce que technologiquement parlant, il faut avoir des capacités d'accéder au système qui enregistre nos données. Donc aujourd'hui, on a des concepts, quand on parle de air gap, on a des concepts de fabricants qui disent, ben, moi, c'est facile, le air gap, ce que je fais, c'est que l'unité de stockage, il n'est pas ouvert pendant les temps de production et j'ouvre la connexion seulement lorsque tu vas prendre un backup et je donne accès à l'unité de stockage pendant cette période de backup. Et il y en a d'autres qui ont une technologie un peu différente. Ils disent, ben moi, c'est jamais ouvert. En fait, c'est ouvert seulement par ce qu'on appelle des API. Il y a des API de communication, donc je ne peux pas accéder à l'écriture. On ne peut pas faire une écriture sur le disque, mais on est capable d'utiliser des API qui vont nous donner accès à stocker notre donnée. Le problème de ça, c'est qu'en vrai, ni l'un ni l'autre est un vrai air gap parce que éventuellement, on a la capacité d'accéder au disque pour pouvoir écrire des données. Et si on a la capacité d'accéder au disque pour pouvoir écrire des données, que ce soit par une communication temporaire ou par un API, on a forcément la capacité d'encrypter les données ou d'altérer les données pour qu'elles ne soient plus intègres. D'où la complexité que je disais tout à l'heure de mimiquer cette portion, de prendre le tape et de l'envoyer à la voûte. Ce qui est unique avec Exagrid, c'est que quand on parle de non-network facing tiers du côté Exagrid, c'est que la couche que vous voyez du côté repository, celle-ci, elle n'est pas disponible que ce soit pour une période temporaire et elle n'est pas non plus exposée via des API. Et c'est pour moi important parce que les autres sont tout au moins exposés à une période de temps alors que le repository d'Exagrid ne l'est jamais. Moi, j'appelle ça un nothing facing tier parce que il est hors de question du côté repository d'accéder à les données. C'est vraiment une isolation complète de cette section de l'unité de stockage Exagrid qui garantit finalement cette duplication de gestes qu'on avait de déplacer le tape. Quand j'ai expliqué cette technologie à un collègue chez Novipro, on est plusieurs concepteurs de solutions, puis j'ai expliqué justement ce principe d'isolation complète dans lequel on n'a pas d'API et pas de communication temporaire. Il m'a regardé, il m'a dit, mais pour moi, c'est pas du virtuel air gap que tu m'expliques, Eric, c'est physique. C'est presque physique, effectivement. Mais je garantis vraiment que mes données sont isolées. Mais c'est une excellente contribution, Eric, parce qu'on sait dans le monde des cyber-malveillants, ils vont observer ce que l'on fait, développer des stratégies qui sont à temps, au juste moment, pour aller au butin. Et peut-être que le butin, c'est d'encrypter. Et un coup qu'on est encrypté, oublie tout, les données disent que seulement à 20% du temps, on récupère nos données en forme propre. Parce que souvent, les clés de désencryption ne marchent pas.
Donc, aussi bien avoir un mur, un air gap, un vrai, pour pas que ça nous arrive. Merci, Eric. Fred, on parlait aussi de protection un petit peu plus en étendu sur les backups. Peux-tu nous en dire plus? Ben, voici un exemple, grosso modo, de la façon dont ça fonctionne. Je voulais juste, avant de passer à ça, Pierre, expliquer ce qui s'est passé dans, je dirais, entre 25 et 30 de clients Exagrid à travers le monde qui ont implanté, dont une institution dans le secteur de l'éducation au Québec l'été passé, qui, les malfaiteurs ont réussi à pénétrer à l'intérieur du périmètre, ont réussi à encrypter les données, ont réussi à hacker la console de gestion du logiciel de backup, ont envoyé des instructions pour tout effacer les prises de copies. Donc, le landing zone du Exagrid a été effacé et on a fait des recherches dans le non-network facing tier, le air gap, le répertoire, et on a été capable de restaurer à partir de là. Et c'est ce qui est 100% le cas de nos 25 à 30 cas mondiaux. C'est pas mal toujours le même scénario, soit qu'ils encryptent le landing zone, soit qu'ils effacent le landing zone en ayant passé par l'application de backup ou par un serveur qu'ils ont réussi à faire du lateral move et se rendre au Exagrid. Et le landing zone n'est pas vraiment beaucoup plus sécuritaire qu'un appliance de déduplication ou du disque low-cost disk. Il est sur le réseau, il interagit avec le logiciel de backup. Donc, on vit souvent cette situation-là. Et puis, ça ne veut pas dire, parce qu'on garde dans le landing zone 2 semaines des backups pour la performance, que le backup d'hier, il est dans le repository. La minute que la fenêtre de backup termine, on termine la déduplication. Si la fenêtre de déduplication est terminée, vous avez la dernière copie, celle d'hier, dans le repository, protégée, non visible sur le réseau. Donc, c'est ce que nos gens au support chez Exagrid voient le plus fréquemment quand on parle d'attaque au ransomware. D'ailleurs, on va parler de support tout à l'heure avec l'expérience d'Éric, avec le support d'Exagrid. Patrick, on parle souvent de vue 360 de sécurité, excessivement important. Sécurité, c'est pas juste un antivirus ou une protection, c'est beaucoup plus étendu que ça. L'approche sécurité 360 d'Exagrid, peux-tu nous en parler? Oui, certainement, ça me fait plaisir. Le but ultime d'Exagrid, évidemment, est d'assurer l'intégrité des données de backup. Sans l'intégrité des données de backup, c'est impossible de faire une recovery dans une situation d'attaque ou peu importe. La solution d'Exagrid comporte plusieurs mécanismes à cette fin. On a aussi au sein de l'interface pour gérer l'Exagrid un security checklist qui vous donne toutes ces options qu'on a pour sécuriser la solution. On vous les donne soit en vert ou en rouge, indiquant si vous les avez implémentées ou non, pour constamment vous rappeler qu'il reste des choses possiblement à faire pour vous protéger de plus. Tous les dispositifs que vous voyez à l'écran sont importants, évidemment, et c'est quand même des stratégies qui sont utilisées par beaucoup de clients et beaucoup de différentes solutions. Pour nous, parmi les plus importants sont le Two-Factor Authentication, 2FA, et le Role-Based Access Controls, RBAC. Tous les usagers, que ce soit des opérateurs, des administrateurs ou le Security Officer, devraient être configurés pour utiliser le 2FA pour justement améliorer la position côté sécurité. En parlant du Security Officer, ça c'est un rôle à l'intérieur d'Exagrid qui est très, très important. Le rôle du Security Officer, c'est d'approuver les changements majeurs au système. Mettons comme un changement au Retention Time Lock que Fred a mentionné à la page précédente. Si quelqu'un tente de réduire le Retention Time Lock, ça change notre sécurité des données, justement. Alors, le Security Officer doit, lui ou elle, recevoir une demande d'approbation pour faire ce changement, ce qui va vous protéger encore davantage.
C'est très important d'avoir ce niveau-là d'approbation pour éviter des modifications qui ne sont pas autorisées ou pas justifiées. Et qui pourrait être le cas peut-être dans une attaque. Quelqu'un qui connaît le système Exagrid pourrait potentiellement demander de réduire le retention time lock pour être capable d'aller effacer des données. Alors, on a besoin de cette approbation-là. Ben, c'est déjà une stratégie des malveillants, essayer de passer par le fournisseur pour le hacker lui. Donc, si je hack lui, je hack tous les clients qui essaient d'y parvenir. Exactement. Ça commence à être très connu, ça. Oui, c'est ça. Puis, la personne qu'on désigne comme security officer au sein de l'organisation, ça devrait être une personne qui ne fait pas partie du groupe qui gère l'Exagrid au quotidien. Ça devrait être quelqu'un d'externe au groupe qui gère le système pour faire en sorte que, mettons, quelqu'un dit, ben moi, je vais être l'administrateur d'Exagrid, mais je vais aussi me mettre security officer. Mais là, si tu fais ça, puis quelqu'un vient à bout d'avoir l'habilité de se loguer en tant qu'admin, il pourrait lui-même approuver sa demande de security officer. Ça ne serait pas très sécuritaire. Alors, on demande que ce soit quelqu'un à l'extérieur. Puis, je veux noter aussi que tous les systèmes Exagrid sont vendus soit avec des disques réguliers. Puis, je vais vous admettre que c'est quelque chose qu'on vend assez rarement parce qu'on a aussi des versions qui sont livrées avec des disques SED, Self-Encrypting Drive, qui s'occupent du chiffrement au niveau du hardware. Ce chiffrement-là n'a aucunement d'impact sur la performance. Alors, nous, on encourage les clients de se procurer cette version-là pour s'assurer que toutes les données qui sont dans l'Exagrid sont aussi encryptées, sans impact de performance. Encrypté de la bonne façon. On ne demande pas de rançon quand le client a besoin de ces données, nous. Oui, exactement. Oui. À toi, Fred. Bon point. Frédéric, parlons maintenant d'architecture. Ça se bâtit comment, l'Exagrid? Ben, on parlait de scale-up versus scale-out. Alors, deux technologies, deux architectures très fondamentalement différentes. Là. Une va ajouter des tiroirs d'expansion jusqu'à un montant maximal. Tout a une limite. Le Exagrid, c'est vraiment scale-out, donc un appliance d'Exagrid, donc vous pouvez voir derrière moi ici ou à l'écran. Un appliance d'Exagrid, ben, c'est that's it. Ça a les specs que ça a tant de compute, tant de mémoire, tant de place pour mettre des cartes réseau, différentes vitesses et types de connectivité réseautique, c'est IP, et tant d'espace disque disponible. Lorsque le Exagrid se remplit, bien, on n'ajoute rien à ce Exagrid-là, on ajoute un autre Exagrid. Donc, on ajoute autant de l'espace pour la zone de haute performance, le landing zone, on ajoute de l'espace pour le repository, la zone derrière le air gap avec les données dédupliquées. Mais ce qui fait que la fenêtre de backup, si vous doublez, triplez, quadruplez vos données, la fenêtre de backup a été designée pour rentrer dans une plage de 4 à 6 heures, donc à l'intérieur d'une nuit, pour garder ça le plus réduit possible, ben ça va toujours rester à cette période-là. Pourquoi? Parce qu'on ajoute du CPU pour faire la déduplication et toutes les opérations de la mémoire des nouvelles cartes réseau. Donc, c'est linéaire, la performance. La limitation de Exagrid se retrouve à 32 Exagrid dans un single namespace derrière l'application de backup. Et certaines applications de backup, voire encore une fois les NetBackup, les Veeam, les Commvault, je parle des plus populaires, mais certains autres aussi, ont la capacité de faire le load balancing entre les différents Exagrid. Sinon, Exagrid va le gérer à l'interne avec son logiciel, mais il y a des logiciels qui font un peu de meilleur job de tout bien distribuer. Si on regarde à gauche, on a une architecture scale-up, un seul contrôleur, on ajoute des tiroirs de disques. À un moment donné, on atteint la limite de ce système-là. C'est là que vous voyez un chariot élévateur. Il faut carrément sortir ce système-là, en rentrer un plus gros, faire la migration. Avec le Exagrid, vous pouvez commencer avec 1, finir avec 16, 32. Et puis, Exagrid, ben, si on en achète un, par exemple, en l'an 2023, on en ajoute un pour la croissance en 26, en 29, ben on peut arriver en 29 et dire je vais changer le 23 parce qu'il y a 6 ans. Donc, on va faire un genre de evergreen ou une migration partielle en changeant un tiers ou un quart de notre environnement versus le
forklift upgrade complet. Et c'est là que vous voyez aussi que le backup window reste essentiellement le même parce que on double de données, on double le network, on double les données, on double le CPU, la mémoire, l'espace. Donc, tout scale de façon linéaire. Éric, dans ta position de concepteur, tu vois la problématique du client, tu vois les moyens de dépenser, tu vois les objectifs de croissance, tu vois la désuétude, c'est comment tu dois regarder le monde. Quand tu regardes une possibilité comme Exagrid, comment est-ce que ça, je dirais pas faciliter ta tâche, mais comment ça te donne plus d'idées ou de moyens, pourrais-je dire, dans ta conception? Mais en fait, effectivement, c'est que au niveau des entreprises, quand on fait le choix d'une solution, on base d'habitude, on fait une évaluation sur 3 ou 5 ans. Et on choisit justement, les concepteurs ont le rôle de s'assurer que la solution va fonctionner pour 3 ou 5 ans. Et le problème de ça, c'est que quand on fait notre étude, notre analyse, c'est très statique. On est figé dans le temps avec des paramètres de données qui se suffit au jour même où on fait l'analyse. Et bien souvent, il y a des changements durant les 3 ans qui peuvent arriver, qui fait que finalement l'architecture qu'on avait analysée ne répond plus aux besoins. Quand on a une capacité d'avoir une architecture qui est très flexible, qui permet justement de rajouter des pièces dans un puzzle et que ces pièces-là peuvent être de tailles différentes et qu'elles vont s'agencer de la même façon et qu'elles vont fonctionner de concert, c'est très facile pour un client de se retourner, comme on dit, sur un dissous et de continuer avec le même service qu'on avait. Je vais te donner un exemple. Il y a des clients qui prennent des décisions, par exemple, de sauvegarder des données sur une infrastructure et ou dans un environnement, par exemple dans de l'info nuagique, et du jour au lendemain décident de retourner ces données on-premise, comme on dit. C'est facile avec une architecture qui est scale out de rajouter des petites composantes pour aller chercher cet ajout de données parce que justement l'architecture le permet. Ça coûte pas cher de rajouter un petit modèle dans l'architecture globale et on s'évite énormément d'ennuis. Et surtout, ce qui est agréable avec justement les solutions d'Exagrid, c'est que c'est pas parce que vous prenez un petit modèle que vous ajoutez dans un cluster avec des gros modèles que vous avez une différence de qualité en termes de service sécurité, par exemple. C'est que Exagrid fournit le même niveau de sécurité, peu importe le modèle que vous achetez. Donc, si je dois rajouter un tout petit modèle pour des nouvelles données à rajouter, j'ai le même niveau de qualité de sécurité que si j'achetais un gros modèle. Je trouve ça très démocratique. Puis, ça simplifie beaucoup le travail de la conception, mais surtout, ça réduit le coût à la base parce que le forklift upgrade, ça coûte très cher, pas juste en matériel, mais en hommes, personnes qui doivent faire la migration des données de l'ancien au nouveau système. Des fois, on peut parler de plusieurs mois de travail, de planification, puis de réalisation. Ça coûte une fortune du forklift upgrade. On se sauve tout ça avec Exagrid. J'ai une question intéressante ici. Frédéric ou Patrick, à vous, je lance la balle. Là. On me dit, Exagrid vient à l'arrière notre logiciel de backup. Qu'est-ce qui arrive si on change notre front-end de backup avec l'investissement Exagrid? Écoute, à la base, comme vous avez vu, on en supporte environ 25 et ça va toujours être vraiment un concept propriétaire à l'outil de backup. Donc, si on veut changer le logiciel et on a besoin de garder ces données-là, on peut faire un restore avec le logiciel et les reprendre en backup avec le nouvel outil, comme une migration, parce qu'Exagrid n'a pas la capacité d'émuler un networker, un net backup, un Commvault. Ça va prendre un instant. La plupart des clients ne font pas vraiment une migration des vieilles rétentions. La plupart des clients vont garder dans du papier bulle l'ancienne application de backup au cas où il y a des demandes de restore ponctuelles.
les données seront toujours dans le Hexagrid et vont faire naître un nouveau produit à côté. Et le Hexagrid est capable d'avoir 3, 4, 5 différents shares avec 3, 4, 5 différents logiciels qui pointent au même grid, si je peux dire ça, qui sont Hexagrid. Donc, il n'y a pas une solution miracle de faire disparaître l'ancienne application de backup. La plupart des clients les laissent mourir les rétentions de leur expiration normale, vont souvent arrêter de payer la maintenance, arrêter de patcher, puis essayer de le garder dans une petite bulle, là, le logiciel nécessaire à faire des restores ponctuels. Ah, tu veux ajouter quelque chose? Non, mais j'allais mettre le point sur le fait qu'on peut en supporter multiples systèmes de backup sur un même Hexagrid, mais tu l'as mentionné. Fait que c'est bon. Donc, c'est pas Hexagrid pour Commvault, Hexagrid pour Vim, Hexagrid pour TSM. C'est pas comme ça, là. OK, parfait. Donc, on a des très grandes entreprises. On a des très grandes entreprises qui ont, par acquisition, ont 2, 3, 4 logiciels de backup et un seul sous-système de stockage derrière avec Hexagrid. Exactement. Oui, parce qu'on doit penser aussi croissance des entreprises et acquisition pour pas tout avoir remodelé, là. Frédéric, dans les plus et les contre de tout à l'heure, on avait la performance. Parlons de performance maintenant. Oui, bien, si on parle de scale-up versus scale-out, encore une fois, je peux vous montrer un inline deduplication appliance, une des plus populaires sur le marché, là, qui a rendu bien des services en inventant, étant un des pionniers de la déduplication, mais c'est scale-up. Alors, on voit en rouge 3 exemples de modèles disponibles sur le marché. Et ce modèle-là a un maximum en ingestion des données à l'heure, tandis que le Hexagrid a un maximum par appliance, mais quand on ajoute une deuxième appliance, puis une troisième, une quatrième, bien, on double, on triple, on quadruple, ce qui fait que, on est capable de garder même jusqu'à 3 pétabytes un full backup. On est capable de vous garder une fenêtre de backup très acceptable en deçà d'une nuit, en ayant un taux maximal d'ingestion de presque 500 terabytes à l'heure. Donc, ça, c'est extrêmement rapide et on voit que les scale-up ne peuvent pas rivaliser, même pas à moitié, avec l'architecture scale-out. C'est vraiment pas qu'Hexagrid est plus performant, c'est que l'architecture a été construite sur, on ajoute des building blocks et on additionne toute la puissance de chacun des Hexagrids ensemble pour en faire un tout. Là, ce que tu me dis, 500 terabytes à l'heure. Ça, est-ce que, regarde, je ne connais pas les backups, je ne connais pas l'architecture. Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? On voit ça souvent, on ne voit pas ça souvent. Comment est-ce que je dois comprendre ça, ce 500 à l'heure? Bon, 500 terabytes à l'heure, on ne verra pas souvent ça au Québec. Là, on parle d'un client qui pourrait avoir une fenêtre de backup de 6 heures, un exemple. Si tu as 500 terabytes à l'heure, fois 6, 5 fois 6, 30, on parle de 3 pétabytes pour un full. Il n'y a pas énormément d'entreprises qui ont 300 pétabytes à protéger. OK. Donc, ça me dit qu'avec la performance qui est exprimée ici, on est dans une très grande zone de confort pour la plupart de nos entreprises ici. Absolument, absolument. 500 terabytes à l'heure ou 3 pétabytes dans une nuit, ça rend service à 99% des entreprises au Québec. Et une entreprise qui pourrait avoir du 10, 15, 30 pétabytes peuvent se partir à une autre île de 32 hexagrids, puis une autre île. Et là, c'est juste que entre ces îles d'information-là, ils ne se parleront pas. Si on regarde le plus gros modèle en rouge ici, le DD 9900, lui pourra supporter jusqu'à 1.5 péta, mais il ne fera pas plus que du 100 Tera à l'heure. Alors, on peut parler de 16 heures pour un full backup quand on est à 1.5 péta, mais 16 heures, ça commence à être long. On n'est pas capable de rentrer ça dans une nuit. Donc, ça génère du gros trafic de données sur le réseau. S'il est commun avec les utilisateurs rentrent travailler à 9 heures le matin puis disent, coudonc, c'est donc bien slow sur le réseau ce matin. La fenêtre de backup n'a pas terminé. Donc, Éric, fais-toi-en pas. Tu as beaucoup de clients aussi qui ont besoin d'Hexagrid. C'est ce que je peux comprendre. Performance DR dans les concepts d'architecture d'Éric. On parle tout le temps de recouvrement. Fred, Éric ou Patrick encore? Approche DR?
Oui, DR veut dire Disaster Recovery. Alors, plusieurs scénarios. Vous envoyez 4 à haut niveau Exagrid. Vous pourriez avoir un Exagrid au centre de données principal, un Exagrid à votre centre de relève si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, ben, il existe toujours des centres de colocation, des hosting facilities, où est-ce que vous pourriez mettre du Exagrid, parce que c'est important de sortir vos données à une deuxième adresse, parce qu'il peut quand même y avoir un désastre physique à votre salle de serveur ou à votre bâtiment principal. Donc, on ne veut pas tout perdre, on va avoir une copie de sécurité ailleurs. C'est aussi possible de travailler avec quelques partenaires, dont NoviPro avec son cloud, communément appelé eSpace. On est capable de mettre du Exagrid dans le cloud de NoviPro. Et NoviPro vous charge un service par terabyte par mois ou quelque chose comme ça. Dire, venez consommer de l'espace dans mon Exagrid, vous allez avoir votre copie secondaire s'il y a un désastre à votre site primaire. Et on a également des intégrations. On est capable de mettre du Exagrid logique ou virtuel dans AWS et dans Azure si vous préférez avoir une copie cloud publique pour votre deuxième. Mais il existe également, ce sont les 4 types de réplication basés sur la technologie Exagrid, mais votre logiciel de backup a également des différentes options pour faire des copies alternatives à du non Exagrid. Alors, ça double pratiquement vos possibilités. Donc, le disaster recovery n'est définitivement pas un problème. La beauté avec le Exagrid, c'est qu'on peut choisir l'option de ne pas avoir de landing zone et de seulement répliquer les données dédupliquées, ce qui fait qu'on sauve énormément de bandes passantes lors de la réplication et on sauve de l'espace dans le Exagrid à l'autre bout parce qu'on n'a pas 2 semaines de données en mode hydraté, le landing zone. Donc, on peut réduire le modèle qui est au centre de relève pour sauver des coûts. Si j'ai une question, Frédéric ou Patrick, private cloud ou public ou hybride, les plus ou moins s'il y en a versus Exagrid, est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Votre expérience? Ben, moi, je dirais que dans le marché que Exagrid dessert très, très bien, qui n'est pas la très petite PME, là, on va être plus dans la moyenne et la plus grande entreprise, le private cloud, j'aime pas beaucoup l'expression private cloud, on va se le dire, le deuxième site du client. Si le client peut avoir un deuxième site lui-même avec des infrastructures minimales pour une reprise des services les plus critiques, c'est ce qu'on voit de plus populaire et de plus efficace quand le client peut se permettre d'avoir une deuxième salle de serveur, qu'elle soit située n'importe où à travers le monde. Excellent, merci. J'espère qu'on a répondu à la question. Pierre, si oui. Je peux me permettre pour répondre à cette question, ce qui est important, il y a une dimension qu'on oublie souvent, puis ça j'en parle souvent aux clients qui prennent la décision, par exemple, de faire le DR dans le cloud, le public cloud. Il y a une dimension qui est importante qu'il ne faut pas oublier, c'est le coût de transfert des données. Quand vous êtes dans un private cloud, par exemple, Exagrid, vous prenez le Exagrid, vous le mettez, par exemple, dans un espace comme eSpace, dans lequel c'est un cloud, mais privé. Les transferts de données entre eSpace et le client, souvent, ne seront pas comptabilisés en termes de gigabits. Ce qui va être comptabilisé seulement, c'est le lien Internet qu'on aura entre eSpace et le client. Quand un client prend la décision de faire du DR dans le cloud, il ne faut pas qu'il oublie que mettre des données dans un cloud, c'est gratuit, si je puis dire. Mais quand on veut les sortir pour restaurer les données dans un centre de données, là, le fournisseur de InfoNuagic va vous facturer à la donnée qui est sortie, donc au gig, par exemple. Fait que si vous avez plusieurs térabytes de données à sortir quand vous avez un désastre, n'oubliez pas que ça peut vous coûter cher en transfert de données. Donc, ce n'est pas à négliger quand on choisit notre DR. Oui, comme Fred disait tout à l'heure, 500 terabits en gestion, puis 3-4 pétabytes, ramener 3-4 pétabytes d'une fenêtre qu'on a de besoin, parce que la fenêtre de recouvrement est importante aussi. Ça peut être très dispendieux. Et très long, parce que on ne peut pas les sortir à 500 terabytes à l'heure d'un cloud. Non, exact. Ça peut pas. Exactement. Donc, ça va être très long. Point, Eric.
Excellent. Le monde est beau, le monde est rose. Comment est-ce qu'on est supporté maintenant avec Exagrid? Question très importante. Ben, moi, j'adore. Oui, j'adore parce que Patrick et moi, quand on voit de nos clients existants qui ont vécu le déploiement avec Exagrid et qui ont vécu, j'ai pesé, on revient et voilà. On parle à des clients qui connaissent le prénom de leur ingénieur de support chez Exagrid. Exagrid dédie à chacun de ses clients une personne à qui cette personne-là va interagir chez Exagrid au support. C'est un support de niveau 2. Cette personne, c'est également un expert sur le logiciel de backup que le client possède. Donc, parmi tout notre groupe de gens au support, ils ont 3, 4, 5 spécialisations, là, que ce soit NetBackup, Veeam, Networker, ArcServe, Oracle RMAN. Ils ont 3, 4 ou 5 spécialisations. Alors, lorsqu'on prend un client en charge après la vente et qu'on arrive pour faire le déploiement est effectué en collaboration avec Exagrid sans frais supplémentaires. Donc, il n'y a pas vraiment de service professionnel attaché à un achat de Exagrid. Le service est en charge d'intégrer le Exagrid avec le logiciel que le client possède et on vous assigne un ingénieur de support de niveau 2 qui maîtrise votre logiciel de backup également. Donc, il n'y a pas vraiment de ping-pong fait entre le fournisseur de logiciel et celui de stockage Exagrid. Vous avez l'expertise suffisante chez Exagrid et vous parlez toujours à la même personne. Je disais avec Pat, quand on rencontre de nos clients, ils nous disent « Ah oui, Lou s'est occupé de ça », puis l'autre client dit « Ah, moi, c'est Tom, puis Tom, il m'a fait mon upgrade de version, puis Tom, il est venu voir mes statistiques, puis on a trouvé quelque chose qu'on pourrait optimiser, puis Tom me disait ça, puis Tom m'expliquait que… » Fait que ça, c'est une relation très personnalisée que nos clients puissent… Et ils savent où aller. Numéro de téléphone, adresse courriel, il envoie directement t'es-tu disponible mercredi, j'aimerais faire un petit changement ici, entre quelle heure, les gens se cédulent. On devient pratiquement une partie prolongée de votre équipe de backup. Tout est fait remote avec les outils de WebEx qui nous permettent de rentrer dans le Exagrid et parfois le logiciel de backup du client, sous supervision du client, sans la supervision du client, c'est au choix du client. Et on fait tout remote. Alors, tout ce que le client a à faire, c'est vraiment de racker son Exagrid et prendre rendez-vous au support. Donc, c'est extrêmement bien conçu. Le concept rend les clients très, très heureux. Eric, tu fais partie de la conception, mais un coup que tu as conçu, vendu, est-ce que tu te détaches de ce qui va arriver au support ou bien toi, le support est important parce qu'à quelque part, ton nom est sur le choix aussi, comme concepteur? Exact. En fait, mon nom, il suit partout. D'où l'importance de pas faire d'erreur quand je choisis une technologie. Mais je parle pas juste pour moi, je parle aussi pour les spécialistes backup. Tu peux pas savoir, Pierre, comment c'est plaisant d'avoir quelqu'un qui comprend le langage que tu parles. Quand tu es capable d'utiliser les mêmes termes. Quand tu es spécialiste de backup, quand tu es spécialiste de protection de la donnée, on a tellement de la difficulté des fois de régler des problèmes parce que le problème peut venir soit de l'unité de stockage ou soit des serveurs ou soit du logiciel de backup. Puis bien souvent, tu le sais, hein, quand il y a des problèmes, ben, malheureusement, il y a des fois une tendance à donner la responsabilité du problème à son voisin. Donc, non, c'est pas moi. Moi, je vois de mon côté, tout est beau. Puis on regarde l'autre composante, ben moi, de mon côté, tout est beau. Mais pourtant, ça marche pas. Puis quand tu es en sauvegarde, quand tu es le spécialiste de la protection de la donnée, tu peux pas te permettre d'attendre 2 jours pour faire fonctionner tes backups parce que ça veut dire que pendant 2 jours, tu n'as pas de backup. Puis si tu te fais attaquer au 3e jour, et que tout est encrypté, mais tu as perdu 2 jours de travail, de transactions financières probablement. Puis ça peut des fois permettre à ce qu'une entreprise ferme. Fait qu'est-ce qui te reste? C'est très juste tes yeux pour pleurer. Tu peux pas avoir ça. Avec l'avantage d'avoir une personne comme chez Exagrid qui connaît le logiciel de backup, donc qui est spécialiste de backup aussi, c'est qui parle le même langage, mais il va surtout pouvoir comprendre comment ça se fait qu'on a un comportement comme ça avec l'unité de stockage Exagrid, parce qu'il est spécialiste aussi
de Veeam, de Commvault, de TSM, de Networker, ce qui fait que la fenêtre de résolution est grandement améliorée parce que tout le monde se comprend, mais tout le monde a une vision globale de ce qui se passe et on a la capacité d'avancer beaucoup plus vite. Puis pour moi, là, j'ai été déjà directeur des opérations dans mon ancienne vie. Ça fait toute la différence lorsque tu es capable de régler rapidement, mais surtout quand tu as autour de la table des gens qui se comprennent et qui veulent travailler dans le même sens. Ça permet finalement au directeur des opérations de dormir tranquille. C'est malheureux, Pierre, parce que les clients ont rarement la chance d'évaluer le service après-vente avant la vente. On s'entend? De là vient notre Net Promoter Score de plus 81. Ça, c'est un exemple flagrant de le sentiment de satisfaction de notre clientèle. Moi, j'évalue toujours quand ça va aller mal, qu'est-ce qui s'est passé pour le vrai. C'est pas les promesses avant. On est tous on a assez d'expérience pour savoir que c'est pas tout à fait là que ça se passe. Question qui titubile aux lèvres de tout le monde, je suis sûr. Combien ça coûte? Combien ça marche? Frédéric? Combien, quelle couleur? Ça s'en vient, cette question-là. Certain que ça s'en vient. Écoute, nous, Pierre, ce qu'on fait, c'est qu'on pose un petit questionnaire aux clients sur les données, sur les... Bon, j'ai fini de cliquer, ça va aller mieux pour me concentrer. On pose des questions aux clients, le client répond à nos questions. Combien vous avez de données? C'est quoi vos rétentions? C'est quoi le logiciel de backup? On fait un sizing pour le client. On dit pour combien d'années tu veux qu'on te size, à quel pourcentage de croissance, et on garantit nos sizings. C'est nous qui les effectuons et on les garantit. Fait que si on dit que ça va durer 3 ans avec ça et que tu manques d'espace et de CPU après 8 mois, we're on the hook. On vous envoie un autre Exagrid que vous allez ajouter pour vous rendre à votre 36 mois qu'on vous a promis. Une fois que vous avez acheté votre premier Exagrid, le prix est coulé dans le béton pour 5 ans. On n'augmentera jamais les frais de maintenance de plus de 3% par année. Il n'y a pas de end of life. Il n'y a pas de obsolescence sur l'Exagrid. On peut discontinuer des modèles, remplacer par des nouveaux, mais vous serez toujours capable de faire supporter par Exagrid en renouvelant la maintenance votre vieux Exagrid. Tout ça avec un système qui est scale out, donc on n'a pas besoin de deviner où est-ce qu'on va être dans 5 ans. Si on n'en a pas assez, on a juste à en rajouter un autre. Il n'y aura pas de forklift upgrade. Alors, il y a énormément de choses et aucun frais caché avec Exagrid. Comme on est un peu moins connu que Monsieur Tout-le-Monde, on se doit d'avoir un taux de satisfaction intact avec notre clientèle. Donc, on a mis toutes les dispositions autour des finances, des promesses d'achat, des sizing pour ne pas avoir de clients fâchés contre nous parce qu'on l'a eu dans le détour. Messieurs, très rapidement, en quelques mots chacun, une phrase closing argument chacun d'entre vous parce qu'on arrive à la fin de notre webinaire. Je vais commencer avec Éric. Une phrase. Ben, je dirais la cyber-résilience de qualité sans compromis. Patrick? Je vous ai eu au deux tours. Ouais, excuse-moi. Non, juste pour dire, si vous avez des données à protéger, puis vous en avez, tout le monde en a, Exagrid fera la job à 100%, c'est garanti. Frédéric, mot de la fin pour toi, 2 phrases. La meilleure expérience client, tant au point de vue sécurité, performance que total cost of ownership. Parfait. Merci, messieurs, de vous être joints à moi. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais j'en ai pris quelques-unes qui étaient juste à point. Merci beaucoup d'avoir contribué, que l'audience ait contribué aujourd'hui. Au nom de Novipro, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et on se revoit dans